la jeunesse du continent, vu les perspectives de cette jeunesse sur le continent, l'éducation et la formation professionnelle se positionnent comme étant un des sujets les plus importants pour l'avenir de ce continent. Alors, je vais vous laisser la parole et je vous laisse une parole libre pour parler de l'avenir de l'éducation, des enjeux et des challenges de l'éducation et puis maintenant de plus en plus de la formation professionnelle en Afrique et le rôle que ça peut avoir pour positionner l'Afrique comme continent à l'avenir, un continent qui représente un avenir pour l'humanité dans le monde. Voilà, donc je vous laisse la parole. Moi, je voudrais peut-être rester dans l'enseignement dans sa globalité, en disant quels sont les enjeux qui se posent aujourd'hui à l'Afrique en tant que continent. À l'Afrique qui a raté les 2 ou 3 premières révolutions industrielles et qui aujourd'hui, à la 4e révolution industrielle, dans la nouvelle économie qui se construit, qui est une économie de la connaissance, a de vraies chances, des chances réelles de rattraper le train. Quand, il y a très longtemps, j'ai commencé à travailler et à m'intéresser à ces questions-là, on parlait beaucoup de rattrapage. L'enjeu des pays africains, des pays en développement, c'était grosso modo de refaire le chemin des pays industriels, mais plus rapidement. Or, en fait, on s'est rendu compte que le fossé entre les pays industriels et les pays en voie de développement, comme on disait pudiquement, ne cessait de se creuser, à l'exception de certains cas notables, la Corée, etc. Bien. Le schéma n'était pas fonctionnel, n'était pas opérationnel. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique a des chances, si elle s'en donne les moyens, de rattraper le train? Parce que cette économie n'est plus fondée sur des infrastructures qu'il faut des dizaines et des dizaines d'années pour mettre en place. Les pays industriels, ce sont pour l'essentiel la France, l'Allemagne, d'autres pays des États-Unis, ont délocalisé leurs infrastructures industrielles. Et la valeur ajoutée dans l'économie n'est plus dans la fabrication, mais elle est de plus en plus dans la conception, dans toute l'économie immatérielle qui est basée sur la connaissance. Tout le monde parle aujourd'hui d'économie du savoir ou de la connaissance. Et là, sur ce plan-là, les Africains sont à égalité avec le reste du monde. Il n'y a plus de fossé industriel, au sens que si on investit ce segment de créativité, ce segment de modélisation, ce segment que la révolution informatique et l'invasion, la place de plus en plus grande des modèles, et là je prêche pour la paroisse des Mines, qui se trouve par hasard être aussi la mienne, donc la paroisse des mathématiques, qui prennent une place colossale dans l'économie. Les données aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, c'est 4 millions d'emplois à travers le monde. D'ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour dire qu'on ne construit pas une formation sur des bases régionales, la région fut-elle aussi grande que l'Afrique. Nous sommes dans une économie mondialisée. Regardez ce qui se passe avec les ingénieurs ou les médecins tunisiens. Moi, j'ai subi une opération à Paris il y a 1 an. Dans le service qui m'a opéré, sur les 15 médecins, il y en avait 5 qui étaient tunisiens. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, si vous formez des gens qui ont les compétences que l'économie requiert, ils trouveront de l'emploi, et si ce n'est pas chez vous, c'est ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui n'ont pas d'emploi? Pourquoi y en a-t-il tant? Eh bien, il faut bien regarder les choses en face. C'est parce qu'ils ne sont pas correctement formés. C'est parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires. Je vais donner un autre exemple tunisien. Il y a 30 ans à peu près, avec Mohamed Chalfi, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, il y a eu un projet fantastique qui a été mis en place, qui s'appelle les I7. C'est des formations courtes, type IUT en France, ou DUT, donc des formations Bac plus 3 en Tunisie, normalement dédiées au marché du travail. Donc des gens, des formations, on dirait aujourd'hui, professionnalisantes. Qu'est-ce qui se passe 30 ans après? Il se passe que c'est les premiers pourvoyeurs de chômeurs. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans les I7. Il y a eu des prêts de la Banque mondiale. Il y a eu des formations de formateurs. Il y a eu un argent
colossal qui a été englouti dans des bâtiments, d'ailleurs, qui sont très beaux. Allez voir l'ICET de Célienne, allez voir l'ICET de Tataouine, allez voir des ICET, il y en a, et ce sont de très beaux bâtiments. Simplement, c'est un naufrage. C'est un naufrage. Aujourd'hui, dans les ICET, les gens passent 3 ans à se former et 7 ans à chercher du travail quand ils en trouvent. Pourquoi? Parce que la formation n'a pas été ajustée sur les besoins du marché de l'emploi. Parce que les ICET forment des informaticiens qui n'ont jamais eu des machines en état de marche, qui n'ont jamais eu de réseau dans leurs bâtiments, et surtout parce qu'ils n'ont jamais eu, parce qu'on les a multipliés de façon inconsidérée, et ils n'ont jamais eu de tissu industriel pour les accueillir, pour que leur formation soit en adéquation avec les besoins de l'industrie. Donc ça, c'est le vrai sujet. C'est pas de dire qu'il y a trop de diplômés. C'est vrai qu'il y a trop de diplômés, mais on confond diplômé, on dit que diplômé, théorème, un diplômé, c'est quelqu'un qui a des compétences. Eh bien non. Il y a 250 000 contre-exemples en Tunisie de diplômés qui n'ont pas d'emploi, et qui n'ont pas d'emploi, pas parce qu'ils ne peuvent pas en trouver, sinon ils pourraient, avec des compétences, en trouver ailleurs, mais parce qu'ils n'ont pas, parce que l'université ne leur a pas donné les compétences dont les entreprises ont besoin et qui leur permettraient de trouver un emploi. Alors, je reviens sur l'Afrique et l'opportunité qu'elle a aujourd'hui. C'est quoi cette opportunité? À égalité de chances, dans les disciplines neuves, nous avons remis le compteur à zéro. Pas tout à fait, hein, parce que le compteur a été mis à zéro, mais il est en train de tourner très très vite. Le compteur de la nouvelle économie, le compteur de l'immatériel, tout ça, c'est en train d'avancer très vite. Mais nous avons encore des chances, parce qu'il s'agit, après tout, de sciences, d'algorithmes et de choses pour lesquelles l'instrument principal, c'est le cerveau humain. Il n'y a plus aujourd'hui cette distance qu'il y avait avec l'économie basée sur les infrastructures industrielles des années du XXe siècle, y compris de la fin du XXe siècle. Et sur ce terrain-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut former, former et encore former. Bien former, bien entendu. Nous sommes en Afrique dans un continent où, à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud, et dans une moindre mesure des pays du Maghreb, parce que dans les pays du Maghreb, il y a une formation importante, mais comme je viens de le souligner, qui n'obéit pas aux standards auxquels elle devrait être mise, eh bien, nous avons quand même une distorsion dans les pays d'Afrique sud. Dans les pays, je voudrais dire 2 mots sur le nombre d'étudiants. En Tunisie, on n'est pas à 350 000, on est à 250 000 étudiants cette année, et 30 000 à peu près dans les universités privées. Et quand on regarde le chiffre et qu'on le compare à 2010, en 2010, nous étions à 380 000, voire 400 000 étudiants. C'est-à-dire qu'il y a une décroissance qui est due à la démographie, qui est due au changement, de modèle. On est passé au LMD, où la présence à l'université est plus courte, et qui est due au fait que les Tunisiens ont perdu confiance en l'université. Ils ne voient pas l'intérêt d'aller à l'université pour se taper 4-5 ans de formation, sachant que dans 3 cas sur 4, eh bien, ces formations ne les conduiraient pas à un emploi. Ça, c'est le vrai sujet. Donc aujourd'hui, nous avons en Afrique subsaharienne, dans un pays comme la Côte d'Ivoire que j'ai visité, ou le Cameroun que j'ai souvent visité, Côte d'Ivoire, il y a 2 ans j'y ai été, les résultats du bac venaient de paraître, 100 000 bacheliers. Au Cameroun, vous avez 70 000 bacheliers par an. Mais quand vous regardez l'offre universitaire, eh bien, vous voyez que cette offre universitaire, bien sûr, ils vont prendre tous les étudiants. Comme en Tunisie, nous l'avons fait, nous continuons à le faire. Tous les bacheliers sont pris. Mais on les met dans des formations qui sont juste là pour les statistiques, pour dire que tout le monde est scolarisé. Mais ce sont des formations où on va vous mettre 1000 étudiants par amphi, et où on ne va pas avoir de suivi, et où la formation ne va pas se passer. Donc, il y a de gros besoins énormes dans les pays d'Afrique, et il y a des ressources en Afrique elle-même. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les universités tunisiennes, j'étais à un séminaire il y a 2 semaines à l'ENIT, où la directrice de la recherche était venue faire le discours d'ouverture, et elle nous a indiqué qu'en Tunisie, dans l'enseignement supérieur tunisien, le taux d'encadrement, tenez-vous bien, il est de 1 enseignant pour
8 étudiants. 8 étudiants, c'est du jamais vu. Ça n'existe pas dans les plus grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce françaises. Donc, nous sommes dans un taux d'encadrement qui n'a pas été anticipé et qui est simplement dû au fait qu'il y a une décroissance démographique. Ça veut dire qu'il y a un trop-plein de capacité de formation en Tunisie, dans une certaine mesure, au Maroc aussi. Et qu'à l'inverse, nous avons des pays en Afrique qui ont une population très jeune. La population tunisienne, c'est la plus vieille d'Afrique, 34 ans d'âge médian. Ça veut dire que le nombre d'étudiants, de personnes en âge d'aller à l'université est en train de se réduire et de se réduire chaque année parce que nous avons une transition démographique. Et donc nous avons une capacité d'enseigner. Toutes choses égales par ailleurs, la Tunisie était dans cette situation où elle avait une population jeune. Alors en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, l'âge médian de la population, il est autour de 18 ans, un peu en dessous. Au Burkina, il est à 15 ans. Donc ça veut dire que des gens en âge d'aller à l'université, il y en a beaucoup plus qu'un système universitaire normalement constitué ne peut absorber. Et ça, c'était la situation de la Tunisie il y a 30 ans à peu près. Et qu'est-ce que nous faisions en Tunisie? Eh bien moi, qui il y a 30 ans ou un peu plus ai achevé mes études, eh bien une grosse partie de mes études, je les ai effectuées en France. Parce que la France était dans une situation où elle avait un système universitaire et peut-être un peu moins de jeunes, et que donc elle absorbait des jeunes, notamment venus des pays en voie de développement qui étaient sous l'autorité française précédemment. L'enjeu de l'Afrique, c'est de concevoir le pari de la formation à un échelon continental, et non pas parce qu'au niveau de chaque pays, il n'y aura pas de solution. Au niveau de chaque pays, il n'y aura pas de solution. Et deux, ne pas avoir peur de former des gens. Il y a quelques années, la Tunisie était en mal d'ingénieurs, elle est toujours, mais pour d'autres raisons. Quand on a commencé la réforme des études d'ingénieurs avec Mohamed Chafi, c'était au début des années 90, la Tunisie formait 400 ingénieurs par an. Elle avait besoin de 1000. C'est un chiffre qui a été atteint en 2000. Mais en 2000, elle avait besoin de 3000. Et aujourd'hui, nous formons environ 6-7 000 ingénieurs par an. Ce qui devrait à peu près suffire à notre économie. Sauf que les ingénieurs ne restent pas en Tunisie. Et donc, dans certaines écoles, dont celle que je représente aujourd'hui, vous avez 30% de pertes, 30% des diplômés qui partent vers d'autres rivages, qui partent vers le nord. Mais néanmoins, il ne faut pas avoir peur d'en former trop, parce que ces gens-là vont partir, ils vont se former dans des économies plus développées, et vous allez les retrouver dans cette salle, il y en a, et j'en suis un. Vous allez les retrouver à développer des projets avec des compétences qu'ils ont acquises dans des économies plus évoluées et à développer des projets qui vont développer leur propre pays. N'ayez pas peur de former, parce que ça, c'est la seule chose qui reste. Mais à condition de former selon des normes et des standards qui obéissent aux règles internationales. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on compte sur le continent 400 millions d'étudiants et je pense que nous serons à 1 milliard d'ici 2040. Par ailleurs, on compte seulement 17% de ces étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur. Alors comment va-t-on faire pour les former, pour subvenir aux besoins du marché du travail? Donc ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, vous avez tous évoqué une révolution numérique. Cette révolution numérique est une opportunité pour l'Afrique, mais d'un autre côté, c'est un challenge aussi. On parle d'une révolution numérique qui risque de transformer tout l'écosystème, toute l'économie en 15 ans, alors que la révolution industrielle et la révolution électronique ont mis respectivement 100 ans et puis 70 ans pour cette transformation-là. Comment l'université va se transformer ou va s'adapter pour être aussi rapide? Alors, c'est vrai qu'on parle des nouveaux métiers, on parle des nouveaux métiers dans les années 2030 qui vont être complètement transformés, des entreprises qui vont disparaître et d'autres vont apparaître. Mais si on parle déjà de cette année, j'ai relevé des statistiques qui datent de cette semaine-là, où les nouveaux métiers qui sont les plus recherchés sur l'année 2020. Et je vous défie de connaître la moitié. Alors le premier métier qui est très recherché cette année, ça s'appelle le métier, c'est un photogrammaître. Photogrammaître, oui, c'est ça.
photogrammètre. Le deuxième, c'est un bid manager. Le troisième, c'est un assistant médical. Et quand on parle d'assistant médical, la définition date de l'année dernière et il ne s'agit pas de secrétariat médical. Après, on parle de Scrum Master. Ça, on parle de cette année. C'est les métiers les plus recherchés. Et de BIM Manager. Alors, juste rapidement, un photogrammètre, c'est quelqu'un qui est capable de calculer la dimension des éléments par des photos aériennes prises par des drones. Donc ça, c'est le métier le plus recherché cette année. Après, les bid managers, ce sont les managers qui gèrent les enchères ou qui optimisent les enchères pour les publicités marketing. Un BIM, c'est lié, c'est un architecte 4.0 en fait. Ils font des plans. BIM, c'est Building Information. Toi, tu connais. Et un assistant médical, c'est quelqu'un qui lié à la fois des compétences administratives et puis médicales pour les métiers de la santé. Voilà. Alors, comment imaginez-vous l'université se transformer pour répondre à cette demande qui est urgente, qui date déjà d'aujourd'hui, et nous sommes, nous, universitaires, très en retard par rapport à ça. L'école de demain, pour qu'elle soit en plus inclusive, puisque aujourd'hui, effectivement, les chiffres sur l'Afrique sont impressionnants. Quand on parle d'une jeunesse qui représente la richesse de l'Afrique, l'enseignement supérieur ne concerne que 17% de cette jeunesse-là. Cet ordinateur-là est plus puissant que celui qui a envoyé Neil Armstrong sur la Lune. L'ordinateur de la NASA qu'il a envoyé là-bas avait une puissance de calcul inférieure à cet ordinateur. Parce que c'est un ordinateur. Comment peut-on penser qu'on soit en mesure de former des gens pour les 50 prochaines années? Celui qui vous dit qu'il va le faire vous ment. Il ne sait pas le faire. Et alors je reviens à des choses essentielles. Les choses essentielles, on les trouve par exemple dans la Muqaddma d'Ibn Khaldoun qui dit qu'en matière de formation, il faut former des têtes bien faites. Il a dit un siècle et demi avant Montaigne, capables de raisonner juste, au point que la contestation leur devienne une seconde nature. Ce que nous avons à former, c'est des gens capables de s'adapter aux nouveaux métiers que nous ne connaissons pas. Et ça repose sur des choses essentielles, la capacité de raisonner. À l'école, c'est quoi les matières porteuses de la capacité de raisonner? Tu vas pas dire les maths. Ah bon? On ne raisonne pas en maths? La philo aussi. La philo. Il y a des matières en sciences humaines et sociales et des matières scientifiques qui sont des matières essentielles. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, les mathématiques sont présentes dans toutes les activités industrielles et économiques. Le monde fonctionne avec des modèles. Le monde est devenu mathématique, alors que les mathématiques, et c'est le cas de la dernière réforme en France, que les mathématiques sont en train de déserter l'école. C'est ça le paradoxe. Vous avez alors formé des têtes bien faites, capables de raisonner juste pour s'adapter aux nouveaux métiers, ça c'est la clé. Moi je dirige une école de gestion. Dans cette école, l'un des enseignements, on va dire entre guillemets, essentiels, ne s'appelle ni la gestion, ni les mathématiques, ni l'informatique, c'est la culture générale. Pourquoi? Parce que si vous regardez comment une machine apprend, et les machines apprennent aujourd'hui, elles font du deep learning, elles apprennent comment? Eh bien, elles constituent, on leur constitue au départ, une base de données de connaissances, c'est ce qu'on appelle la culture générale quand il s'agit de cette machine-là. Et ensuite, l'observation va permettre à l'individu d'enrichir cette base de données, de créer des liens entre ce qu'il a déjà dans la base et ce qu'il aperçoit de nouveau, de décider si un objet relève de telle ou telle catégorie, s'il a fait une classification. Et quand vous avez des jeunes qui n'ont pas de culture générale, comment peuvent-ils apprendre? Donc nous mettons un enseignement de culture générale de la première à la 5e année.
c'est un enseignement obligatoire avec des gens qui viennent présenter des conférences et les étudiants travaillent dessus en amont et en aval pour pouvoir assimiler. Dans 2 semaines, j'ai un master dont les étudiants vont tous se déplacer dans un forum et ils vont sur le marketing digital et ils vont passer une journée à l'université, mais hors l'école. J'ai un vieil ami tunisien qui est mathématicien aussi, qui est Lazare. Il est professeur à l'université de Toulouse, Paul Sabatier. Et il a un mot que j'adore, il dit que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Vous êtes d'accord là-dessus au moins? Ce n'est pas en améliorant, c'est très profond. C'est-à-dire que les innovations, et ce qu'on appelle en utilisant un anglicisme, quelle horreur, j'ai ici des représentants de l'ambassade de France, donc excusez-moi, mais des innovations disruptives, eh bien, ces disruptions ne viennent pas de votre salon, elles viennent du jardin d'à côté. Et je rebondis sur ce que disait Houbeb il y a 5 minutes, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un minimum de transversalité, la révolution digitale, elle impose le digital partout. Plus personne ne dit on va faire de la gestion, ou des sciences ou de la médecine sans digital. Qu'est-ce que c'est comment on dit, une échographie qu'une femme enceinte va faire une fois par mois chez son médecin? Eh bien, ce sont des mathématiques. J'ai travaillé toute ma vie sur des problèmes inverses qui consistent à envoyer des signaux, qui sont en l'occurrence des signaux sonores, des signaux, et d'après, c'est aussi comme ça que les radars détectent des avions et que les sonars détectent les bateaux, etc., ou les sous-marins plutôt. Donc, ce sont des modèles mathématiques à partir desquels donc, toute l'économie, toute la connaissance est structurée autour de connaissances basiques qu'il y a. Ibn Khaldoun, c'était quand? 1400, ça fait 6-7 siècles, disait, parce que dans la phrase que je vous ai citée, il y a une partie que je n'ai pas voulu dire, parce que vous allez dire, il en a que pour les maths, parce qu'il disait, c'est par l'art du calcul qu'il faut commencer l'école, parce qu'il forme des têtes bien faites, capables de raisonner juste. Donc vraiment, l'enjeu majeur de l'université aujourd'hui n'est pas de former des gens porteurs d'une technique qui va être obsolète 5 ans après leur sortie de l'université. C'est des gens capables d'évoluer pendant 40 ans, 44 ans, me paraît, les Français maintenant. Ah non, ils ont abandonné l'âge pivot. Donc, 44 ans, 42 ans, il paraît qu'aux Pays-Bas, c'est 47 ans. Et c'est normal, les gens vivent de plus en plus vieux, donc ils sont actifs plus longtemps. Et vous allez penser pouvoir les former pour toute cette période. Les paradigmes de l'université ne sont pas ceux qu'on a connus, ils ne sont plus ceux qu'on a connus. L'université, la plupart des pays européens et des pays où la population est plus âgée et nous allons à grands pas vers eux, c'est moite-moite. C'est une partie de formation initiale et beaucoup de formation continue. Parce que les gens qui vont travailler 40 ans, 45 ans, eh bien, il va falloir qu'ils retournent à l'université. Il va falloir qu'ils mettent à jour leurs connaissances. Et donc l'université n'est plus cette espèce de sanctuaire où vous avez des professeurs, dont je suis, qui sont en haut de leur chaire et qui font leur magistère avec de jeunes étudiants. Ça, c'est fini. Ça sera une partie de leur population. Donc véritablement, repenser les paradigmes de l'université avec la formation continue, avec la formation tout au long de la vie, plutôt, on dit maintenant. Donc véritablement, voilà les enjeux de l'université. C'est de s'ouvrir, et de s'ouvrir en amont, en aval, et surtout de s'ouvrir sur les autres disciplines. On ne peut plus concevoir aujourd'hui mes étudiants arrivent à l'école, et ils sont très étonnés que dans une licence de sciences de gestion où ils ne sont pas censés faire de l'informatique, eh bien ils font de l'informatique. Parce que l'informatique, c'est la 3e langue. On leur demande d'avoir un niveau B2 en français, en anglais, et on leur demande aussi d'avoir un niveau en informatique, parce que c'est avec ça que tout s'exprime dans l'économie d'aujourd'hui, dans cette économie où la transformation digitale est en train de tailler en pièces
toutes les démarches. I'm Aya Freewi. I'm a management strategy professor at Esprit School of Business. I would like to thank the speakers for this issue, the education, but I want to point out the job of a professor. Madame Amina Bouzguenda spoke about the needed jobs we are looking for in 2020. But first of all, as a professor, what is my job as a professor? I've been a professor since 2 years now, and I'm discovering the whole mission, the whole job description. Am I asking my student to have creativity? Am I asking them to have critical thinking? I mean, this is basically what we aim and we should work for as a professor. Now, on a second level, for the government, and allow me to talk about policies, why don't we go after the deep pocket? I mean, we are today in Africa, right? Why are we always after Europe? I mean, if we have one question, what about research? Who's now being the top one of research? It's Japan, it's Asia, basically, it's United States, it's Canada. Are we working on this? Are we creating research units in our university? So first of all, we have to ask some deep, real, radical questions about university now, and maybe then we can work together as African, of course, and aim for a common vision. But first of all, let's make a diagnostic of what is happening now, as teacher, as government, and of course as managers also. Thank you. Je réfléchis toute seule, je me dis pourquoi ne pas faire une sorte d'Erasmus en Afrique, pas uniquement en Europe. Pourquoi les pays asiatiques avec qui j'ai travaillé aussi, ils ont des conventions entre eux, entre universités asiatiques. En Amérique, pareil. Pourquoi penser toujours à ramener des étudiants en Tunisie, ne pas envoyer des étudiants tunisiens dans d'autres pays africains, parce qu'il y a aussi d'autres universités qui sont excellentes en Afrique, comme au Sénégal, et j'ai à côté de moi son Excellence, l'ambassadrice du Sénégal. Moi, je voudrais conclure sur cette note qui n'est pas d'optimisme, parce que je ne suis pas un rêveur. Et je sais qu'on peut se prendre une troisième fois, une quatrième fois, les pieds dans le tapis, devant cette formidable opportunité qui est offerte à l'Afrique. Elle n'a rien fait pour cela. Mais le développement du monde a fait que, aujourd'hui, c'est possible. Ce que je ressens depuis des années, que je fréquente maintenant, c'est ces forums organisés notamment par TABC, c'est qu'il y a une conscience de l'Afrique en tant que continent qui est en train de naître sur de nouvelles bases. Ce n'est pas nouveau. L'Organisation de l'Unité africaine, elle date d'il y a plus de 50 ans, avec les indépendances africaines, avec les Nkrumah, avec des grandes figures qui ont été des fondateurs des pays et des indépendances de leur pays, avec toutes les faiblesses et les forces qu'ils ont pu avoir. Mais c'était une phase de construction un peu lyrique et rêveuse. Aujourd'hui, on a un peu plus les pieds sur terre. Et on sait, enfin, ceux que je rencontre et avec qui je discute dans ces forums savent que l'Afrique n'a aucune chance de s'en sortir en ordre séparé. Et que la seule possibilité pour elle de peser, c'est que tous les pays soient ensemble. J'ai eu une question tout à l'heure d'une dame ici qui a dit « Pourquoi pas un programme Erasmus ?» Le programme Erasmus, c'est quoi? D'abord, c'est le programme qui en Europe marche le mieux. Vous savez qu'aujourd'hui, si le Brexit a des difficultés, c'est parce qu'il y a des dizaines de milliers d'Européens, notamment de Français, qui travaillent à Londres, en Angleterre, à la City. La City, c'est à moitié français, parce qu'il y a de très belles formations en France sur la finance, et notamment sur les mathématiques financières, excusez-moi, encore des maths. Il y a ces gens-là qui sont à la City, il y a tous les... Et puis, il y a des universités anglaises qui sont peuplées, dans lesquelles les plus grandes universités anglaises, Oxford, Cambridge, c'est un nombre incroyable d'étudiants européens, parce que c'est l'excellence des universités. Tout d'un coup, le Brexit va leur dire vous allez payer des droits de scolarité plus élevés, vous allez faire... Donc, ça va tuer un petit peu la poule aux œufs d'or. Et donc, l'Angleterre, avec ses politiques les plus radicales, eh bien, elle va faire un Brexit soft. Alors que certains de ceux qui sont au pouvoir, y compris Boris Johnson à un moment, rêvaient d'un Brexit dur. L'Union européenne a créé le fait européen, notamment
grâce aux échanges de jeunes et à Erasmus. Elle est passée, l'Europe, il y a 70 ans, je crois, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça, 45, un peu plus, d'une haine entre des peuples et des pays à un État où on parle de couple franco-allemand, où Macron ne fait rien sans consulter Merkel et tout ça. Et Erasmus, c'est de l'argent qui a été mis par l'Union européenne. Alors quand on pose la question pourquoi il n'y a pas d'Erasmus africain, peut-être qu'il faudrait la poser à l'UA, parce que cet objet étrange existe, l'UA. Il y a une Union africaine, une unité africaine, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Union africaine. L'Union africaine. Et l'Union africaine, l'ex-UA, serait censée, si elle comprenait l'intérêt à ce que les pays d'Afrique se mettent ensemble pour construire un avenir commun, pourrait mettre quelques bricoles dans les échanges étudiants. Elle ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Erasmus africain. À la limite, on se demande pourquoi l'Europe ne le fait pas. Mais ce n'est pas son job. L'Europe, elle le fait pour l'Europe. C'est aux Africains de le faire. On est grand maintenant. On est indépendant. On a la capacité de faire ces choses-là. Mais ça n'intéresse personne, semble-t-il, au niveau des responsables de l'État, des États. Donc, véritablement, moi, je crois à cette force africaine qui mettra un temps à se construire, et je crois qu'elle se fera à travers l'éducation de sa jeunesse. Mais c'est surtout au moment où vous êtes étudiant, que vous êtes sur les mêmes bancs que des camarades qui ensuite vont travailler, les uns en Algérie, les autres au Maroc, les autres au Sénégal. Et ces gens-là, c'est votre réseau. Et je les ai rencontrés en France. Aujourd'hui, la France est un peu plus fermée, heureusement qu'il y a l'université française, franco-tunisienne, pardon, pour l'Afrique et la Méditerranée, qui recrée un peu de liens à ce niveau-là. Mais c'est véritablement en faisant en sorte qu'au niveau de l'éducation, les Africains se connaissent, qu'ils travaillent ensemble, qu'on pourra construire un futur commun. Et j'y crois, parce que je veux être optimiste, même si je ne suis pas, je dirais, rêveur, mais là, oui, pour le coup, je veux rêver là-dessus. Et ça, c'est ma dernière note pour dire que on va y arriver.